1515, c'est vraiment une date mythique dans l'histoire de France. Tout le monde connaît 1515, peut-être avec 1789 et 1914. 1789, c'est la Révolution. 1914, c'est un nouveau monde qui commence, et avec une guerre terrible. 1515, qu'est-ce que c'est? Les Français, on en a entendu parler un petit peu à l'école. On a des souvenirs d'école primaire, peut-être, de François Ier et de chevaliers qui vont en Italie pour y faire quoi? Remporter une bataille, un combat terrible, et puis on n'en sait pas plus. Et 1515, c'est une sorte de date mythique parce que les chiffres résonnent de façon étrange. Donc c'est pour ça qu'on retient 1515. Et après Marignan, puisque 1515 c'est d'abord Marignan, mais ce n'est pas que Marignan, c'est un moment dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de France sans doute, puis dans l'histoire du monde, où il se passe des transformations tout à fait considérables. Militairement, évidemment, c'est un moment important, où il y a des transformations majeures dans la façon de faire la guerre, où François Ier remporte une victoire extraordinaire sur les Suisses. Marignan, c'est la plus grande bataille qui a jamais été pratiquée en Italie depuis la fin du XVe siècle, avec des effectifs énormes, des pertes considérables. Marignan, c'est un carnage. Donc 1515, c'est un moment d'apocalypse militaire d'une certaine façon, mais c'est aussi un moment où, dans le monde entier, il se passe des choses importantes. En Europe, d'abord, on a un moment d'enthousiasme humaniste. On a Erasme, par exemple, le savant néerlandais, qui est tout à l'enthousiasme de faire une nouvelle édition de la Bible dans sa traduction, dans une nouvelle traduction latine qu'il va publier en 1516. Erasme, à ce moment-là, va devenir également conseiller du prince, le futur Charles Quint, le jeune roi d'Espagne à l'époque. Et puis, on a également dans le monde des grands affrontements entre puissances. On a un moment d'expansion dans le monde espagnol, les Espagnols sont à ce moment-là en train de mettre le pied sur le continent américain. Ils ont conquis, ils ont ravagé les îles des Antilles, Cuba, Haïti, et ils vont bientôt mettre le pied sur le continent. 1515 aussi, c'est un moment où les Portugais sont en train de s'étendre dans l'océan Indien, où ils sont en train d'imposer leur influence sur le monde de l'extrême-orient, de monopoliser le commerce des épices. C'est donc un moment de révolution également sur le plan économique, de transformation grâce à ces découvertes portugaises, à cette expansion portugaise qui met fin à la puissance vénitienne qui jusque-là contrôlait le commerce des épices. 1515, en France, enfin, c'est un nouveau moment. François Ier, c'est aussi pour ça qu'on connaît cette date de 1515, c'est la bataille, c'est la guerre en Italie, mais c'est un nouveau règne. Et François Ier est devenu roi en janvier 1515. Alors à l'époque, d'ailleurs, les gens faisaient commencer l'année plutôt à Pâques, donc en fait, François Ier devient roi le 1er janvier 1514, mais pour nous, c'est 1515. Et donc on a toute cette conjonction de dates, de faits, d'événements qui fait que c'est un moment qu'il fallait réétudier de plus près, sans s'arrêter à la guerre seulement, sans s'arrêter à la bataille seulement, en replaçant la guerre, la bataille dans tout un contexte européen, mondial. Et puis, ça permet de comprendre que Marignan, c'est important, sans doute. C'est une grande bataille, c'est une immense bataille, mais ce n'est qu'une bataille et que les choses auraient pu tourner autrement. La guerre reprend, la guerre continue. Il faut faire la paix. Faire la paix est plus long, plus difficile finalement que faire la guerre pour le roi de France. Et ce n'est qu'après plusieurs mois que François Ier véritablement impose sa domination en Europe. Enfin, 1515, c'est pour le jeune roi François Ier, qui a 21 ans, c'est un moment de grande exaltation. Il vient d'arriver au pouvoir, il remporte une bataille tout à fait titanesque. Cela a pu lui donner un sentiment de puissance tellement grande que quelques années plus tard, en 1519, il a pu prétendre à la couronne impériale, une élection qu'il ne remportera pas puisque c'est Charles Quint, Charles de Habsbourg, qui va devenir empereur. Mais sans Marignan, sans doute, François Ier n'aurait pas osé se présenter à ce grand événement qu'est l'élection impériale. Et puis enfin, Marignan, ce vertige de puissance, provoque sans doute, quelques années après, le désir de François Ier de repartir en Italie, pour reconquérir la Lombardie, l'Italie du Nord, qui est perdue par les Français au début des années 1520, et d'une certaine façon, en 1524-1525, quand François Ier repart, quand il se lance dans la campagne qui va aboutir à la grande défaite de Pavie, François Ier vit encore dans le rêve de puissance de 1515. Pavie, d'une certaine façon, c'est le revers de la médaille de Marignan.
Le début du XVIe siècle, autour de 1515, c'est un moment important pour la diffusion de modèles culturels qui viennent en partie d'Italie, donc ce qu'on appelle la Renaissance, ce grand mouvement de renouveau culturel, littéraire, intellectuel qui a commencé en Italie vers le début du XVe siècle. Les Français se frottent d'une certaine façon à cette nouvelle culture grâce aux guerres ou à cause des guerres. À partir des années 1490, quand les Français vont en Italie faire la guerre, ils découvrent des formes architecturales nouvelles, inspirées de l'Antiquité, telles que les Italiens les apprécient depuis à peu près le milieu du XVe siècle. C'est ce qui explique l'importation de ces modèles, l'arrivée en France d'un certain nombre d'artistes qui viennent de Naples, qui viennent ensuite de Milan, plus tard de Florence, qui vont permettre la création des grands châteaux de la Renaissance dans la vallée de la Loire, du château de Gaillon, dans la vallée de la Seine, donc Chambord d'une certaine façon, l'aile François Ier du château de Blois. Tout ça s'explique en partie parce que les Français ont vu ou par les modèles qui sont importés d'Italie au moment des guerres, à l'époque de Louis XII puis de François Ier.